Bonjour Alexis Bernard. Bonjour Réa. Nous sommes à Paris, au marché de la poésie 2024, 41e édition. Nous sommes juste à côté de Place Saint-Sulpice, dans la rue du Canivet. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Je m'appelle Alexis Bernard, je suis né à Paris en 1977. J'ai travaillé comme traducteur notamment, je suis traducteur et poète et musicien. Et j'ai travaillé comme traducteur notamment pendant quelques années sous statut militaire au ministère de la Défense et après en freelance. J'ai publié mon premier recueil il y a 11 ans, en 2012, 12 ans même maintenant, qui s'appelle Au matin suspendu. Il y en a eu un autre qui s'appelle Un miroir au cœur du brasier il y a 4 ans, en 2020. Et le dernier, Passage au marbre, vient de paraître, L'herbe qui tremble, là, le 1er juin 2024. Quand tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire probablement, en fait, quand j'étais petit, quand j'avais 11 ou 12 ans, j'ai commencé à écrire des chansons, parce que j'écoutais beaucoup Renaud à l'époque, et je voulais écrire des chansons. Et j'ai écrit des chansons et je me suis arrêté là et j'ai commencé à vraiment écrire de la poésie à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et la poésie était pour moi à l'époque quelque chose qui tenait plus de la révolte contre le langage, comment dit-on, discursif, qu'autre chose. J'étais pas du tout sensible à la poésie jusqu'à ce que je découvre les surréalistes. Et justement cette rupture dans le rapport temporel normal au langage. J'ai découvert, je crois, d'abord Paul Éluard par le biais d'un ami. J'ai été séduit par le fait que c'était quelqu'un qui ne cherchait pas à m'imposer un sens. Et puis, la grande découverte qui a suivi a été celle d'Antonin Artaud, qui m'a beaucoup influencé, puis celle d'Henri Michaud. Et pendant toute une première partie de ma vie, j'ai écrit, mais je n'avais aucune notion du fait que je pourrais être publié un jour. Donc je travaillais comme manutentionnaire, j'ai fait des petits boulots, et après j'ai été donc militaire quelques années. Et tout ça est resté un petit peu en veilleuse, et évidemment on est aussi écrivain dans le désir de l'autre malgré tout. Donc quand j'ai commencé à fréquenter des gens qui s'intéressaient à ce que je faisais, ça m'a encouragé à... J'ai toujours pris l'écriture au sérieux, très au sérieux même, peut-être même au point où ça m'a inhibé pendant très très longtemps. Et voilà, donc comme je disais tout à l'heure, le premier recueil est paru en 2012. Et depuis j'écris. Mais j'ai commencé comme à peu près tout le monde, je pense, à l'adolescence. Ça commence à peu près à cet âge-là, voire beaucoup plus tôt pour certains. Et le premier poème, premier recueil publié, c'était quand? C'était Au matin suspendu en 2012. La maison d'édition qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, Rue des Promenades. Maison d'édition parisienne qui faisait de la poésie, des romans, des textes courts, et qui n'existe plus parce que c'est très difficile pour les éditeurs indépendants. Voilà. Comment tu crées, construis, écris ta poésie? Alors, il n'y a pas de recette, dans le sens où, pour ce premier recueil, Au matin suspendu, c'est parti notamment d'un texte qui m'avait été inspiré par un monsieur qui probablement a été le premier à mourir devant une caméra. C'est assez tragique. Un monsieur qui s'appelait François Reichelt, qui avait inventé une espèce de parachute et qu'il a voulu tester. Alors d'abord il l'a testé du haut de sa grange et puis il a voulu passer à l'étage au-dessus, si j'ose dire. C'était Tour d'Eiffel? Ouais, c'est ça. Film, oui. C'est ça. Et c'est une image qui m'a tellement marqué qu'il a fallu que je l'exorcise d'une certaine façon, et ça s'est passé par la poésie. Ça a été très long. Ça a été vraiment trouver le canal nécessaire à ce que les mots passent comme ça, à ce que l'exorcisme se fasse. C'était très influencé, je pense, par la poésie du début du XXe siècle, dans l'écriture. Ça peut être très long, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui vont avoir besoin de sédimenter, de maturer, pendant plusieurs années, des éléments qui viennent de poèmes, d'inspirations disparates et qui finissent par faire sens ensemble. Mais ça peut être très très long. Et d'autres fois, ça tombe comme ça.
C'est en 30 secondes, le poème est écrit et il est bon. Et il n'y a rien à rajouter. Donc j'ai pas vraiment de technique d'écriture. De temps en temps, il faut que je sois très au calme, il faut que rien ne me trouble. Et parfois, le fait d'être sous pression, bizarrement, ça marche aussi. Donc c'est un peu comme les saisons. Il y a des saisons qui sont propres à l'attente, à la patience. Et quand le moment est venu, ça fleurit. Voilà. Mais le temps que ça prend est totalement indépendant de ma volonté. Enfin, pas totalement, mais en grande partie. Ça va vite ou ça prend du temps. Et les poètes, les auteurs, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui ont laissé une trace. Alors il y a eu quand j'étais jeune Antonin Artaud et Henri Michaud, beaucoup. Pour le côté... chez Artaud, pour le côté vraiment... comment dirais-je, viandard de la poésie, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est de la viande crue, surtout ce qu'il écrivait à la fin de sa vie. C'est une poésie qui est très chargée en énergie. Et Michaud, pour la force de son imagination et pour son intransigeance qui se ressent même dans la manière dont il écrit. Ça, c'était vraiment quand j'avais la vingtaine. Après, j'en ai découvert d'autres et j'ai été aussi beaucoup influencé par les poètes que j'ai traduits, de l'anglais, notamment par un poète qui a été un ami, qui est mort maintenant en 2018, qui s'appelait Sam Hamill, qui était un homme assez extraordinaire, poète, éditeur, traducteur, essayiste, qui a une vie trop brève mais quand même assez longue et surtout bien riche, bien remplie, orphelin de guerre, délinquant, junkie, objecteur de conscience, éditeur, poète, militant politique, notamment contre les guerres américaines et notamment contre la Deuxième Guerre en Irak, ce qui lui a valu pas mal de soucis. Et il m'arrive encore d'écrire des poèmes qui sont très difficilement traduisibles. Et quand je voyais Sam, puisqu'il m'invitait souvent chez lui, et j'ai traduit avec d'autres personnes, Delia Morris, Dominique Delpirou et André Huguetto, on a traduit et fait paraître une anthologie au temps des cerises qui s'appelle Ce que l'eau sait, des poèmes de Sam en français. Et quand je le voyais, je voulais qu'il puisse comprendre ce que j'écrivais, parce qu'il parlait pas français, il le lisait pas. Donc ça a changé une partie de ma façon d'écrire, dans la mesure où je me suis dit, il faut que cette poésie soit traduisible. Il ne faut pas qu'il y ait trop de jeux sur le son, le sens des mots, qui soit quelque chose qui soit compréhensible qu'aux francophones, il faut que ça puisse être traduit. Je pense qu'il a contribué à simplifier ma poésie. Et à peut-être lui donner un peu plus de cœur aussi. Robert Bringhurst, qui est un autre poète que j'ai traduit, poète canadien anglophone, qui lui est toujours en vie. Un homme assez monumental, extraordinaire, qui lui travaille la poésie comme l'écologie du langage, comme quelque chose qui marche par strates, qui marche par sédiments successifs. Mais là, c'est un travail très difficile, c'est un travail qui demande une maturité que j'ai pas atteinte et que j'atteindrai peut-être jamais, mais c'est pas grave. Je suis sans cesse influencé par de nouveaux poètes. Je ne refuse aucune influence, je n'en cherche aucune. Ce qui me nourrit m'influence. Tous les poètes que j'ai traduits m'ont influencé à un moment donné. Parce que quand on traduit, on va au cœur du texte. Et la traduction française devient aussi votre travail de traducteur et de poète. La transmission d'une métaphore d'une langue à l'autre est un processus très intéressant parce qu'elle augmente le champ métaphorique qui est accessible aux poètes. Et ce qui est étrange dans un premier temps devient une matière extrêmement féconde quand on a de la chance et quand la rencontre se fait entre la métaphore et ce qu'elle veut traduire, qui est une création, on va dire, autant qu'une rencontre. Et sinon, j'ai des amis qui m'influencent, mon ami Baptiste Pisina, qui a une approche de la poésie
assez différente de la mienne, plus directe, qui a une formation de sociologue, ça se ressent, qui a un regard très aigu, très aiguisé. Il a une influence sur moi que je ne saurais pas encore vraiment dire, mais je sais que ça me travaille. Parmi les grands, il y a eu Blaise Cendrars, évidemment, Les Pâques à New York, qui est un poème extraordinaire. C'est beaucoup de poètes étrangers aussi, beaucoup de poètes traduits. Les poètes japonais que j'ai lus en anglais plus que je les ai lus en français. Les maîtres du haïku comme Basho, Buson. J'essaye de lire le plus possible de poésie mondiale et de toutes les époques. Et par poésie, j'entends aussi les mythes fondateurs, les mythes créateurs, les textes spirituels. Tout ce qui a une charge symbolique forte m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et anglophone? Parce que tu traduis aussi d'ailleurs un petit peu. Donc ouais, je connais assez mal. Je vois des courants se dessiner, je vois beaucoup de poésie américaine arriver dans ma boîte aux lettres, enfin ma boîte mail, parce que je suis abonné à une newsletter qui s'appelle Rattle, dont tu reçois un poème par jour en anglais. Et puis je vois un peu ce qui se passe dans le monde francophone. Évidemment, il y a une poésie qui est peut-être plus aujourd'hui une poésie de combat, une poésie revendicative, une poésie d'identité, une poésie d'affirmation. Et là, c'est un peu comme partout, il y a des poètes qui vont me parler et d'autres pas. Je me méfie un peu du côté spectaculaire que ça peut avoir, c'est-à-dire du côté... je t'en mets plein la vue, mais il n'y a pas forcément de substance derrière. Quand j'ai commencé à écrire, pour moi, l'expérience poétique était vraiment une expérience de livre. C'est-à-dire que c'était une expérience silencieuse, une expérience méditative, solitaire. J'étais très surpris de voir, quand j'ai commencé à intégrer le milieu, la place qu'avait prise la lecture à voix haute et la performance. Il y en a qui font ça très bien, d'autres non. Moi, quand je lis, j'essaye de lire le plus simplement possible. Je pense que la poésie actuelle, si tu veux, on essaye de trouver des générations, parce qu'on aime bien ça. Il y a eu les surréalistes, il y a eu la Beat Generation, il y a eu tout ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a effectivement une poésie d'identité, une poésie de revendication, une poésie de la rue un peu plus, et c'est très bien. Il y a toujours, si tu veux, un mouvement, je pense, de flux et de reflux, c'est-à-dire que ce qui à un moment donné est acquis va être repris, mais c'est comme le ressac, hein, ça apporte et ça remporte. Tu vas avoir à un moment donné, tu as eu une complexification à l'extrême de la poésie, à laquelle a répondu plus récemment, comme par exemple ce que faisaient Alexandre Bord et Cécile Coulon dans leur collection l'Iconopop, la poésie extrêmement simple, peut-être, au dire de certains, dans certains cas trop simple, et ça va ramener à un moment donné une autre complexification. Enfin, on est toujours dans ce mouvement-là, et ça laisse d'excellents poèmes qui resteront, et puis ça laisse des poèmes qui ne resteront pas, et je suis incapable de porter quelques jugements là-dessus, à part ce que moi j'aime ou ce que j'aime pas. Et ça, c'est totalement subjectif, tu vois. Il y a des choses qui me parlent, des choses qui ne me parlent pas, et il y a des chefs-d'œuvre à côté desquels je passe certainement, et j'ai plus d'écoute en dehors de la France qu'en France même, mais je peux me tromper. La traduction, surtout la traduction poétique. Alors la traduction poétique, il m'est arrivé de faire des commandes, ça c'était des traductions de poèmes courts vers l'anglais. J'ai traduit quelques poètes contemporains comme ça, je pense à Ariel Spigler, à Alexandre Bonnet-Terril par exemple, dont j'ai traduit certains des poèmes vers l'anglais. Et puis pour ce qui est des traductions vers le français, c'est souvent des décisions que je prends moi et pour lesquelles je trouve un éditeur après, si j'ai de la chance, ce qui a été le cas pour Robert Bringhurst par exemple. J'ai découvert au Canada en 2015, j'ai trouvé ça extraordinaire, et c'est extraordinaire, objectivement. Et j'ai décidé de le traduire, et j'ai eu la chance de tomber sur un éditeur, Thierry Chauveau, à l'herbe qui tremble, qui était partant pour le faire. La traduction de poésie, il faut qu'il y ait une rencontre, je pense, réellement. Il y a plusieurs points de vue là-dessus.
On peut rester très proche du texte original, on peut essayer, comme l'ont dit beaucoup de poètes et de traducteurs, de retrouver la source du poème pour la rendre dans une autre langue. J'ai tendance à penser que c'est un peu prétentieux comme façon de dire les choses. Parce que retrouver la source du poème, ok, soit, j'ai pas cette prétention-là. Il y a un aspect purement technique, le sens des mots, le sens du poème, le rythme. L'étrangeté de la métaphore, ce qui est intéressant chez Bringhurst, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est lui-même traducteur et d'un nombre assez impressionnant de langues et d'idiomes. Donc sa poésie est elle-même nourrie des Grecs, des Latins, des Arabes, des Japonais, des Chinois, des Haïdas, d'une dizaine de peuples natifs américains dont il parle la langue, qu'il comprend et qu'il a traduit. Et là, vous avez quelque chose qui se déploie de l'ordre de la métaphore, qui est presque une métaphore, un champ métaphorique universel. C'est là que ça devient intéressant, c'est là que vous enrichissez le langage, et là, c'est bien si le poète que vous traduisez est encore vivant et si vous pouvez communiquer avec lui. Il va vous dire, comme par exemple Bringhurst m'a dit quand on travaillait sur la traduction de son livre, il m'a dit, moi finalement, ce qui m'intéresse n'est pas tant que tu rendes le rythme en anglais, ce qui m'intéresse c'est que tu trouves le rythme en français. Et donc ça jouait sur l'incidence, la longueur des vers, la disposition, etc., qui n'était pas la même. C'est pas forcément une liberté que moi j'aurais prise s'il ne m'avait pas accordé de la prendre. Chaque nouvelle traduction est une nouvelle rencontre. Je sais qu'il y a des vrais traducteurs de poésie, il y a Thierry Giliboeuf qui a traduit je sais pas combien de livres. Moi, il faut qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait un coup de foudre. Il faut que je me dise, ok, ce poème-là me change, me transforme organiquement. C'est-à-dire que le langage étant quelque chose d'organique, il faut que tu sentes cette espèce de travail en toi du poème dans l'autre langue, en l'occurrence pour moi l'anglais, afin de pouvoir le restituer en français. Sinon, c'est possible quand même, mais c'est moins intéressant. Il faut que la poésie, de toute façon, te change. La poésie, quand tu écris un poème, tu n'es plus la même personne que avant de l'écrire. Et c'est encore plus vrai pour une traduction, puisque tu l'écris deux fois en une, en quelque sorte. Tout poème est traduction, voilà. Il y avait un débat quant à savoir si la poésie n'était pas ce qui se perdait dans la traduction, et je crois que c'est le poète américain C.K. Williams qui a dit « Poetry is not what is lost in translation, poetry is translation ». La poésie est la traduction, et la traduction est la poésie. Il y a un titre d'un livre de Joël Bousquet, immense poète, parmi ceux qui m'ont... Je sais pas s'il m'a influencé, mais en tout cas il m'a marqué, Joël Bousquet, profondément. Surtout que j'habite depuis 4 ans dans sa région, là, entre Carcassonne et Narbonne. Joël Bousquet a écrit un livre qui s'appelle « Traduit du silence ». La poésie est une traduction du silence, comme le langage, mais la poésie plus particulièrement parce qu'on cherche à sortir des automatismes du langage. Donc la poésie est traduction. Voilà. Est-ce que tu peux parler un petit peu de Poets of the Planet? Tu es Ouais. le membre aussi. Alors Poets of the Planet, c'est rigolo parce que c'est né de, tu vois, regarde. C'est né du WPM. Alors il y a je crois que la séparation avec le WPM c'est plus ou moins initié à Caracas au festival en 2023. Moi j'y étais pas, j'étais à Medellín mais j'ai pas pu aller à Caracas. Et l'idée de Poets of the Planet, c'est, pour en dire 2 mots, la raison majeure de la rupture avec le WPM, c'est qu'il était question que nous tous, nous souscrivions à un code de conduite qui avait vraiment l'air d'être une espèce de... on l'a compris comme ça, comme une espèce de police de la parole, quoi. Ça on peut le dire, ça on peut pas le dire, il faut que ce soit validé par le chef, etc. Et évidemment c'était non. Il se trouve que parmi les poètes qui ont dit non à ça,
c'était pour la plupart du temps, c'était des poètes européens, pas que. Moi, Poets of the Planet, on est vraiment un réseau planétaire. Mais c'est vrai que ça a commencé beaucoup avec des gens de WPM Europe anciennement. Et donc, à ce titre, notre mot d'ordre, c'est qu'on n'impose rien. On n'est pas un mouvement politique, ce que le WPM avait tendance un petit peu à devenir quand même. On a évidemment des principes moraux, mais qui vont sans dire, c'est-à-dire que si un poète est homophobe, antisémite, raciste ou Dieu sait quoi, évidemment qu'il va pas avoir grand-chose à faire chez nous, ça c'est très clair. Et l'idée est de fédérer des poètes de la planète en fait. Et ça va beaucoup plus vite que prévu. On a beaucoup de projets en cours, le projet d'une revue, on a un site internet qui est très beau et qui est riche. On se traduit beaucoup les uns les autres, autant qu'on peut. Donc ça c'est très important aussi, parce que ça permet de faire circuler la poésie dans le monde. On se traduit beaucoup et on commence à avoir des premières rencontres en face à face. Il y a Sándor Halmosy en Hongrie qui en a déjà organisé une, ou peut-être même deux déjà à Budapest. Il en organise une autre en septembre à laquelle j'espère pouvoir me rendre. Il y a Azam Abidov d'Ouzbékistan qui lance la première édition de son festival, le premier festival de poésie d'Ouzbékistan fin octobre, début novembre, qui va se dérouler principalement à Tachkent et aussi à Samarcande, entre autres. Où je me réjouis de me rendre également. Donc ça c'est fondamental. C'est fondamental de faire voyager la poésie. Parce que ce qui est singulier, c'est que je trouve qu'en poésie, c'est mon expérience, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de gens, par beaucoup de poètes. On n'est vraiment pas prophète en son pays. On va être... on va peut-être pouvoir toucher quelqu'un à l'autre bout de la planète avec un poème qui, dans sa langue originale, n'a pas trouvé son public, n'a pas trouvé vraiment son écho. Et de même, on va être inspiré. C'est très très important que la poésie voyage non seulement par les livres, mais les livres étant de plus en plus compliqués, de plus en plus chers à fabriquer, et puis évidemment il faut traduire, etc. C'est magnifique que les poètes puissent se déplacer. Et on va développer ça autant que possible dans tous les sens. Des rencontres entre poètes, des rencontres évidemment avec des lecteurs, avec des publics même qui ne s'intéressent pas à la poésie, parce que les gens se font une idée fausse de la poésie. Tout le monde se fait une idée fausse de la poésie, les poètes en premier d'ailleurs, je pense. Mais voilà, l'idée c'est d'aller à la rencontre du monde, voilà, tel qu'on est, avec nos poèmes. Et ce mouvement est fait pour ça, notamment. Et on essaye de s'encombrer le moins possible, parce que là, les sujets de dissension sont tellement potentiellement nombreux en ce moment qu'on essaye de se concentrer sur l'essentiel, sur les rencontres humaines, sur l'amitié, la fraternité, voilà, de faire fraternité, quoi, de faire ce collectif, et de le diffuser, de le faire rayonner. Est-ce que la poésie, là, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui. Mais pour les autres? Oui, donc comme je te faisais part un peu plus tôt de la manière dont moi j'étais venu à la poésie, notamment par la poésie surréaliste, dans une espèce de révolte contre le langage tel qu'il nous est donné comme vecteur d'information, comme... ouais, on va dire ça, vecteur d'information. Et je pense qu'on vit une époque totalitaire, en tout cas qui est en train de le devenir, et ça passe par le langage. C'est-à-dire que tu crées un univers de langage, où en fait, tu crées une gangue qui se durcit, la place de l'imagination est menacée, parce que le langage est menacé. En fait, si tu veux contrôler les gens, autrement que par la brutalité policière, qui est aussi un moyen, et puis par les privations diverses et variées, par la pauvreté, etc., une bonne manière de le faire, c'est de contrôler l'imagination.
et donc de contrôler le langage. Si tu appauvris le langage, si tu le scléroses par une espèce de grammaire immuable, si tu le verrouilles dans une temporalité, une localité à laquelle il est a priori impossible d'échapper, tu contribues à désespérer les gens. Et la poésie est l'antidote à ça. C'est-à-dire que la poésie va remettre de l'air dans le langage, va réarticuler le langage, va le déplacer, va le... j'employais un terme un peu bizarre, un peu deleuzien, c'est pas le sujet, mais le déterritorialiser. On parlait tout à l'heure de la traduction, de l'importance des métaphores traduites. Tu vas introduire de l'étrangeté dans le langage, tu vas rendre le langage étranger à lui-même, et par cela, tu vas le libérer. Tu rends le langage étranger à lui-même pour le libérer, pour le renouveler. Et en cela, je pense qu'on a besoin de poésie en ce moment. Et on a besoin de ce renouveau, on a besoin de ce ressourcement-là. Ça, c'est certain. Ça, c'est quelque chose que la poésie peut faire à condition d'être honnête. Fréquente Machel de poésie depuis un certain temps, je crois, non? Ouais, ça doit faire... Je crois que la première fois que je suis venu ici, c'était en 2009. J'avais rien publié. J'étais de retour à Paris après avoir vécu ailleurs pendant un temps. J'ai trouvé ça très intimidant, j'ai trouvé ça effrayant. D'un seul coup, tous ces poètes, tous ces éditeurs de poésie, c'était... Comme devant un jury. Ouais, mais je suis pas resté. Hein. J'ai regardé 2-3 bouquins, j'ai dit bonjour, je suis parti. Et j'ai commencé à le fréquenter professionnellement en quelque sorte en 2010 ou 2011, je sais plus. Quand j'ai fait un stage aux éditions Bruno Doucet, qui était toute jeune à l'époque. Et puis après, évidemment, on se fait des copains, et puis on revient, et puis on publie ses premiers bouquins, donc on les promeut, et j'y viens souvent, aussi souvent que je peux, mais il y a certaines années, comme l'année dernière, où je suis pas venu parce que j'habite maintenant, je suis parisien au départ, mais j'habite maintenant donc à côté de Carcassonne, donc c'est loin, et je ne fais pas forcément le déplacement, à moins d'avoir un livre ou deux à promouvoir. Et tes impressions maintenant sur le marché? C'est assez curieux, on a l'impression que c'est un lieu un peu immuable. On croise les mêmes personnes, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît que de vue, qu'on ne connaîtra peut-être que de vue, mais qu'on connaît bien. Ce que j'ai constaté cette année, c'est que les quelques éditeurs avec qui j'ai parlé m'ont dit bon là c'est dur quoi. On sent que c'est plus dur que les années précédentes. Les coûts d'imprimerie par exemple notamment. Non, sinon c'est une espèce de lieu hors du temps quoi. C'est assez marrant, c'est vraiment les mêmes têtes, il y a le vendeur de journaux quoi. C'est une institution, il est là depuis chaque année. C'est un petit espace hors du temps, c'est assez chouette. Merci beaucoup Alexis. Merci Réa. Alors je vais lire d'abord 2 poèmes de mon précédent recueil, Un miroir au cœur du brasier, qui est paru au Temps des Cerises en 2020. Le premier s'appelle Signature. La mienne, comme souvent les signatures, à l'origine, c'était mon nom. N'en reste que le A, un gribouillis, et puis une ligne en dessous, tout ce qui reste de mon patronyme. Une montagne, une ligne de crête surplombant un nuage, et c'est à 40 ans de cet horizon-là que j'observe le petit garçon qui apprenait à écrire son nom. Le chien. Le chien aboie à l'écho de la montagne qui lui rende son aboiement. Tu sais, le chien, moi aussi j'ai aboyé. À mes rêves, à mes amis, mes 4 murs, et même mes dieux, si j'en avais eu, je leur aurais aboyé dessus. J'ai aboyé à la vie dans l'espoir qu'elle me rende l'écho de mon premier cri. J'ai aboyé, moi aussi. Donc là, je vais lire des extraits de Passage au marbre, qui vient de paraître à l'Herbe qui tremble, le 1er juin 2024.
Écologie du cœur. Il y a un mur de glace de chaque côté du cœur, comme les miroirs pas encore polis, où le cœur doit se reconnaître, car le cœur doit se reconnaître s'il ne veut pas mourir de froid. Il y a de chaque côté du cœur un pôle comme un miroir, que le cœur, s'il y cherche son reflet, s'il cherche à s'y reconnaître, doit faire fondre à la chaleur de son pouls. C'est toute la vie du cœur, se connaître dans le reflet sans fin, les miroirs des eaux, de la fonte de ses glaces. Ainsi faut-il, hélas, que les pôles fondent, sans qu'on sache pourquoi. J'ai volé le ressac. J'ai tout laissé aux mers, aux océans, le sel, l'écume et l'eau. Je leur ai volé le ressac, et je l'ai pris à mon pouls, et je l'ai pris à mon souffle. J'ai volé le ressac aux mers, aux océans, ni vu ni connu. Et le temps s'est arrêté, et la lune était au seuil, une mère qui voit partir ses enfants. J'ai volé le ressac pour en faire l'allégorie de l'échec répété, de la chute. Et puis le ressac m'a parlé. Il m'a dit « Fais de tes échecs supposés un poème, et que cela t'aide à les accepter, les aimer. Écris ce poème, et donne-lui mon nom. Et rends-moi maintenant, s'il te plaît, à l'immensité des flots. » Changement climatique. Ça devait finir par arriver, à force que le ciel imite le lac, ou le lac le ciel, à tel point qu'entre le ciel et le lac, on ne sache jamais lequel imite l'autre, que ce soit le ciel qui finisse par geler, dit l'insecte affolé, en se cognant au Vélux. Une explication possible. La lune est l'œuf d'argent de la nuit. L'argent, le métal lunaire. Quand l'homme a préféré à la déesse lune un dieu mâle et vengeur, la lune a montré qu'elle aussi savait se venger et ravagea d'argent toute l'humanité. Un arbre. Cet arbre ne m'a pas dit son nom. Le connaît-il seulement? Il ne dit rien, tourne le dos au soleil. Il pousse en moi, réfractaire à l'offrande au monde d'une fleur, d'un fruit. Il creuse de ses branches la terre où il grandit, à la recherche de ses racines. Amnésie. On te coupe bras et jambes, sans que tu saignes. On te jette à l'eau pour que tu apprennes à nager. Et tu ne nages pas, tu coules. Alors on vide le bassin, et tandis qu'il ne reste presque plus d'eau, ça y est, tu saignes. Merci.